Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, l'histoire de la fonction publique est une histoire longue, avec ses tergiversations, ses zigzags et ses hoquets, une histoire équivoque, complexe, fertile, qui passe la République et ses principes au gueuloir, qui la forge, qui doit nous convaincre qu'aucune réforme ne saurait être placée sous le signe de l'évidence et que le pragmatisme dont bien souvent l'exécutif se drape est une science un peu courte pour traiter de problèmes complexes. Car qui l'eût cru? Notre histoire républicaine commence par une utopie libérale, celle d'un gouvernement à bon marché, pour reprendre l'expression de Pierre Rosanvallon, à rebours de l'administration pléthorique d'anciens régimes suspectés de faire obstacle au gouvernement direct de la volonté générale. Vive fut alors la critique des funestes bureaux dénoncés par Saint-Just comme une survivance masquée du monarchisme, brutale dénonciation du parasitisme comme entreprise de domination au travers de laquelle les puissants oppriment les peuples. C'est dire si intrinsèquement, dès l'origine, la fonction publique a quelque chose à voir avec la volonté générale et la souveraineté populaire, contre sa confiscation, contre l'absolutisme. La jeune Troisième République, née de la défaite de Sedan, celle de Gambetta, de Ferry, de Favre, se construisit aussi contre l'État bonapartiste, contre la supermonarchie administrative napoléonienne, les soldats, les trésoriers généraux, les curés, incarnation de la réaction et du cléricalisme honni. Quant au Conseil national de la résistance, à ses inspirateurs comme ses serviteurs, après Vichy, de sinistre mémoire, ils aspirèrent à faire de l'État une force incarnant l'esprit de résistance et de la fonction publique son bras armé. C'est le sens et l'essence même de la grande loi de 1946 et des principes qui fondent le statut général de la fonction publique, dont la loi de 1983 est au fond l'aboutissement. Un statut qui, d'ailleurs, n'avait rien d'une évidence, ni même d'une conquête sociale. Il a ses droits, mais il a surtout ses devoirs et ses obligations. La République, comme les syndicats eux-mêmes, l'ont tour à tour combattu, espéré, revendiqué, défendu. C'est dire, une fois encore, si la fonction publique, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a quelque chose à voir avec l'émancipation individuelle, avec le progrès politique, avec l'intérêt général, avec les libertés publiques, avec la conception française du service public, conception solidariste, duguiste. C'est la raison d'être du statut même et des principes qui en découlent et qui la fondent. Le premier de ces principes, c'est l'égalité. L'entrée dans la fonction publique se fait par la voie du concours, qui garantit l'égal accès aux emplois publics et la sélection par la compétence. Le concours, comme moyen conciliant la sélection des plus aptes et la démocratisation de la fonction publique. Le concours comme meilleur des remparts au copinage, au favoritisme et au clientélisme. Le second principe, c'est l'indépendance. Les fonctionnaires doivent être protégés de la conjoncture et de l'arbitraire politique. La fonction publique française repose donc sur le système dit de la carrière, où le grade est distinct de l'emploi. Le troisième principe, c'est la citoyenneté. Les fonctionnaires sont des citoyens. Ils disposent des mêmes droits que tous les autres citoyens. Liberté d'opinion, droit syndical, droit de grève. Et tout cela se concilie avec des obligations propres à la fonction publique en matière de neutralité, de déontologie, de discrétion ou d'information du public. L'administration, la République, selon les époques, s'en est défiée ou s'y est confiée. Elle s'en est défiée d'une administration sur laquelle pesait ici le soupçon de la réaction, là le soupçon de la collaboration, toujours celui de la confiscation du pouvoir étatique et de l'expression démocratique.
Elle s'est confiée à une administration de hussards, envoyée en mission dans la France des terroirs jusqu'en Ardèche, avec en son cœur l'instruction publique comme ciment du Parti républicain. L'histoire de la fonction publique, Monsieur le ministre, mes chers collègues, est une histoire républicaine, faite de compromis patiemment construits. La fonction publique est, pour reprendre les termes fort justes de Georges Labazée, partie prenante d'un puissant mouvement séculaire d'organisation et de socialisation de la société. Elle a une place singulière en France, dans l'ordre politique, dans l'ordre social. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de réforme de la fonction publique qui ne porte en elle, intrinsèquement, une réforme de l'État. Votre réforme, Monsieur le ministre, n'y fait pas exception, car on ne saurait sérieusement, fondamentalement, penser la fonction publique sans penser, fût-ce en creux, l'action publique et la place de l'État. Sans doute eût-il été préférable, sur le plan du débat démocratique et de la cohérence, de rendre public le rapport Action publique 2022, d'une certaine manière de faire les choses dans l'ordre et d'assumer ainsi devant les Français votre vision de l'action publique et vos intentions. À défaut, c'est dans votre projet de transformation de la fonction publique que nous tâcherons de lire votre conception de l'État, du service public et, disons-le, de l'intérêt général. Sans doute la suppression de postes dans la fonction publique, jusque dans l'éducation nationale, comme la privatisation des aéroports de Paris, un monopole de fait, un service public national. Pour ne donner que ces deux exemples, nous disent d'ores et déjà quelque chose de votre conception de l'action publique, de ce que devrait être son périmètre, de votre rapport au marché, à l'entreprise, de vos aspirations et même de vos inspirations. Il y a dans votre projet du Frédéric Bastiat, du Georges Davenel, si l'on veut donner quelques filiations historiques à votre politique, du New Public Management anglo-saxon à l'évidence. Votre loi, Monsieur le ministre, manque de culture et de profondeur historique, et du même coup de clairvoyance et de vision. Elle fragilise un édifice patiemment construit et passe à côté de l'essentiel. Le principal stigmate, on le trouve dans la multiplication des possibilités de recourir aux agents contractuels dans toutes les catégories d'emploi de la fonction publique. Vous en faites un parangon de modernité, le pivot de l'efficacité de l'action publique. J'y vois, à trop l'étendre, le risque de sa corruption. Le statut, il n'est pas tant protecteur des agents, il est avant tout protecteur de l'ordre républicain, de l'intérêt général, au moment où il se trouve interrogé, parfois attaqué, dans des formes radicalement nouvelles. Nous sommes, au fond, dans une nouvelle ère de sécularisation. Il ne s'agit plus tant de soustraire l'intérêt général, l'action publique, l'État, l'influence de l'Église, encore qu'à la tyrannie du temps court qui dévore l'avenir, aux intérêts particuliers qui sapent jusqu'aux solidarités les plus établies en tenant l'intérêt général pour un simple compromis social entre intérêts divergents, ou aux abus de pouvoir de la puissance privée dans des formes inédites à la faveur notamment de la révolution numérique. En ouvrant très largement le recours au contrat, vous n'abolissez certes pas le statut, mais vous faites le choix de sa banalisation, de la banalisation de la fonction publique, de la banalisation de l'exercice de l'État et, in fine, de l'affaiblissement de l'action publique. Il y a fondamentalement, Monsieur le ministre, mes chers collègues, dans votre réforme quelque chose d'anachronique. Avec le contrat, vous faites le choix du court terme, là où l'urgence climatique commande la continuité de l'action publique et appelle à reconsidérer le temps long et le futur comme terrain de projet. Le contrat est de ce point de vue l'antithèse de la fonction publique de carrière et de la logique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Avec le contrat ouvert à la très grande majorité des emplois de direction des trois versants de la fonction publique, vous prenez le risque de la confusion entre les intérêts privés et les intérêts publics, à la faveur du pantouflage ou du rétro-pantouflage au moment même où les Français réclament plus de déontologie et de transparence. Avec le contrat,
avec ces avatars, avec la possibilité de recourir aux ruptures conventionnelles ou de déplacer d'office certains fonctionnaires dans le privé en cas d'externalisation. Vous ouvrez la voie au rétrécissement de l'action publique là où se pose de façon inédite celle de son extension. Vous posez dans votre loi les bases de transfert de certaines missions au secteur privé sans d'ailleurs que l'on sache bien de quoi il s'agisse quand se posent aujourd'hui plutôt de graves questions sur ce qui doit lui être soustrait au marché et à ses règles, parce que l'intérêt général est atteint. C'est tout l'enjeu des biens communs qui surgissent avec force dans le débat public, de l'accaparement des terres, par exemple, tout l'enjeu d'un rapport renouvelé à la propriété privée et même à la liberté d'entreprendre. Avec le contrat, vous affaiblissez les principes d'égalité, d'indépendance et de responsabilité qui commandent la fonction publique dans un moment inédit de contestation de la puissance publique et de l'autorité de l'État. La fonction publique, dans sa forme républicaine, s'est aussi construite dans cette tension entre les libertés publiques et la puissance publique. La grande affaire du XIXe et du XXe siècle a été de construire des États de droit garants des libertés publiques, de contenir la puissance publique dans ses excès, parfois dans sa violence, et de prévenir ses abus de pouvoir. La grande affaire de notre temps, notre affaire à tous, consiste aujourd'hui à contenir les abus de la puissance privée et ses excès de pouvoir, en particulier des multinationales. Peut-on sérieusement, dans ces conditions, la confier à des agents dont la protection serait allégée? Avec le contrat, enfin, à concurrence du concours, vous prenez le risque de l'arbitraire, de la rupture d'égalité, du clientélisme dans le recrutement, vous prenez le risque de faire primer la complaisance sur la compétence, de signer le retour de l'agent public sujet contre le fonctionnaire citoyen et de faire triompher l'autoritarisme hiérarchique que la loi confiance de M. Blanquer, il est vrai, mais est-ce un hasard, a remis au goût du jour, comme ces incessants d'ailleurs rappellent à l'ordre, à la moindre voix dissonante et parfois aux plus petits des tracts syndicaux, comme s'il n'est pas que les petits hommes pour craindre les petits écrits. Cette loi, mes chers collègues, aurait pu chercher à répondre à certains des enjeux que je viens d'évoquer. Imaginez le service public de demain, la fonction publique du XXIe siècle, plutôt qu'à désarmer subrepticement l'action publique en tenant pour pas grand-chose une histoire longue et riche. Mais en avez-vous même conscience? Vous prétendez que votre loi modernise le statut et permet son adaptation à la société, à ses attentes. À dire vrai, je ne le crois pas une seconde. Il esquive l'essentiel, les grandes questions de notre temps. Et pourtant, la République a aujourd'hui besoin de tant de hussards. Aujourd'hui, comme hier, les mots sont d'Anicet Le Port, Monsieur le ministre. On ne sert pas l'État comme on sert une entreprise privée. Vous semblez, dans les choix que formule votre projet, penser l'inverse et considérer même que l'on doit désormais gérer l'État comme on gère une entreprise. Et encore, pas selon les meilleures pratiques du capitalisme éclairé par la codétermination ou la prise en compte des parties prenantes. Non, votre loi s'inspire trait pour trait du modèle rétrograde de dialogue social porté par les ordonnances de Mme Pénicaud, dont j'ai le triste honneur d'être le co-rapporteur d'évaluation de l'application. Si je pouvais d'ailleurs d'une formule me faire l'écho des premières auditions, et si la représentation nationale pouvait tenir cet écho pour une alarme, eh bien, je répondrais à la question de savoir si cette loi a renforcé le dialogue social par la réponse que m'ont faite les organisations syndicales. Non, en aucune manière. Voilà pourquoi votre projet de loi affaiblira de manière inédite le dialogue social au sein de la fonction publique. D'une part, il fusionne certaines instances au détriment de celles compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, alors même que la santé au travail est un enjeu primordial dans un contexte de restructuration. D'autre part, il réduit les attributions des commissions administratives paritaires qui sont aujourd'hui consultées sur toutes les décisions individuelles. Pour le gouvernement, je le sais, ces instances sont source de rigidité alors qu'elles n'ont aucun pouvoir décisionnel, qu'elles garantissent la transparence de ces décisions et qu'elles permettent souvent de renforcer l'acceptabilité des décisions auprès des agents. En affaiblissant ainsi le dialogue social, en affaiblissant
les CHSCT qui sont dans le public comme elles l'étaient dans le privé, une instance qui fonctionnait bien, en réduisant à pas grand-chose les CAP et en laissant l'arbitraire s'immiscer dans l'inversement des agents publics, vous affaiblissez en fait les protections statutaires qui sont là pour garantir l'impartialité des agents et la bonne exécution de l'intérêt général. Je ne rentrerai pas plus avant dans le détail des mesures proposées par votre projet de loi, le débat en offrira l'occasion, et je ne voudrais pas donner le sentiment de souscrire à l'idée que votre loi n'est qu'une réforme technique. Elle est d'évidence une réforme politique. Je me contenterai simplement de constater que cette loi, que vous dites attendue de tous, fruit d'une prétendue concertation intense, fait aujourd'hui l'objet d'un rejet unanime des 9 organisations syndicales de la fonction publique. Alors, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à ceux qui pensent être modernes en proclamant qu'il y a trop de fonctionnaires, que le contrat vaut mieux que le statut, que ces règles sont anachroniques, je dis qu'il n'y a rien de mieux partagé dans l'histoire que la caricature du fonctionnaire rond de cuir, la critique de la bureaucratie, la dénonciation de la marée montante du fonctionnarisme et les poncifs gestionnaires. Rien de mieux partagé que les évidences de comptoir. Je vous remercie. Merci.